Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et on commence. Pas toutes les semaines parce que c'est pas le but de parler dans le vide, mais de manière récurrente, je sais pas, tous les mois ou quand il y aura de l'actualité, par exemple quand il y a des tentatives de coup d'État, comme ça a été le cas au Bénin ou en Guinée-Bissau récemment, on pourra essayer de faire des lives. Voilà. Ouais, oui, bah alors il est 3h du matin en Chine, malheureusement, ça. Alors déjà, c'est très gentil de me suivre à 3h du matin en Chine. Déjà, il y a beaucoup de courage. Et voilà, on va essayer de trouver un horaire qui convienne à tout le monde et tout ça. C'est pas simple, mais au moins ceux qui le louperont pourront regarder en replay. Voilà. Et oui, au Canada, aux États-Unis, c'est vrai que c'est l'après-midi. Il y a beaucoup de monde qui travaille, donc voilà. Mais comme dit, il y a le replay, donc ça va fonctionner. On n'a pas encore, je sais pas, une minute, et puis voilà, comme ça fera 5 minutes d'attente, et puis on va y aller. On va y aller. Je pense qu'il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées, notamment là, dans cette deuxième partie de l'année. Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Guinée-Bissau, Madagascar, Guinée, Centrafrique. Voilà, il y a pas mal de choses. Ouais, vous pourrez poser toutes vos questions, même les gens qui veulent me traiter d'agent de la DGSE, même les trolls, voilà, il n'y a pas de problème, moi je réponds à tout, on va essayer d'être le plus transparent et le plus honnête possible. Voilà, et ouais, on va parler de la Guinée, j'en ai beaucoup parlé cette semaine, mais je pense qu'effectivement, va falloir en parler parce que c'est très intéressant et c'est dramatique ce qui s'y passe. Donc, voilà. Alors oui, je sais qu'en ce moment, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, donc forcément, c'est pas simple. Ouais, le Togo aussi. Bon, eh ben, écoutez, on va essayer de commencer. Peut-être avant de prendre pays par pays, parce que c'est toujours très particulier et je pense que chaque cas est différent. Ce qui est très intéressant dans les recompositions de la France en Afrique, surtout sur la deuxième partie de l'année, c'est qu'il y a une sorte de retour en force de la France en Afrique. Je m'explique. C'est-à-dire depuis des années, bon, il y avait les Russes qui étaient en train d'arriver, et puis la France a fini par être détestée un peu partout, notamment au Sahel. L'armée française a été chassée, voilà, de tous les pays du Sahel. Donc il y avait un vrai recul de la France. Et puis c'est-à-dire, il y avait aussi une volonté de cacher un peu la présence française, notamment la présence militaire, on disait, mais non, nous, on n'a plus de base française, on n'a plus de milliers d'hommes, les quelques petits soldats qu'on envoie, c'est des instructeurs, au Bénin, on n'a pas de force spéciale, en Côte d'Ivoire non plus, et tout ça, donc on a joué vraiment profil bas. Et là, il y a quand même eu plusieurs événements qui se sont passés sur la fin de l'année. Déjà, moi, je pense qu'il y a une vraie rupture, on l'a pas encore bien analysé parce que c'est récent, avec ce qui s'est passé au Bénin et la tentative de putsch début décembre. Alors moi, je n'ai pas de position à avoir et c'est pas mon rôle de journaliste de dire c'est bien ou c'est mal la question du putsch, mais c'est juste d'analyser. Là, à ce moment-là, la France est vraiment venue au secours de Patrice Talon pour sauver un régime qui lui était allié. En appelant le président du Nigeria que pour le président du Nigeria aille bombarder les positions des putschistes à Cotonou, et puis par ailleurs en faisant du renseignement, puisque dans l'après-midi, vous savez, du putsch, il y a un avion militaire français dont j'avais déjà révélé la présence, un avion qui fait des écoutes, qui fait des prises de photos, qui peut faire du brouillage, qui avait survolé Cotonou, qui faisait des cercles au-dessus de Cotonou et qui donnait les informations, et qui a donné des informations notamment à l'aviation nigérienne pour qu'ils puissent bombarder les positions des putschistes. Et ensuite, il y a eu des forces spéciales françaises qui sont arrivées officiellement de Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés, il y a effectivement un CASA, un avion militaire français qui est parti d'Abidjan et qui est arrivé à Cotonou dans la soirée. Et les forces spéciales françaises ont participé directement au ratissage. Mais il y avait aussi des militaires français qui étaient présents au Bénin, notamment au centre du pays, à l'aéroport de Tourou, et dont on ne sait pas s'ils sont intervenus d'une manière ou d'une autre pour contrer la tentative de putsch. Mais ce qui a été très intéressant, c'est que depuis des mois, si vous vous souvenez bien, on parlait de non, mais vous savez, l'armée française n'est plus en Côte d'Ivoire, l'armée française n'est plus au Bénin, il n'y a plus de problème, c'est que quelques instructeurs qui viennent de temps en temps pour former les forces. Et là, tout d'un coup, il y a eu des forces spéciales françaises qui sont apparues pour aller sauver Patrice Talon. Donc, ça veut dire que pendant des mois, il y a une grande hypocrisie, c'est-à-dire l'armée française a menti en cachant, sous le couvert d'être des instructeurs, des militaires qui continuaient à rester en Côte d'Ivoire et au Bénin, et qui en fait étaient des forces opérationnelles. Et moi, j'ai la limite, je peux très bien comprendre, mais il faut être honnête et il faut le dire aux gens, parce qu'il y a des accords de coopération militaire entre la France et le Bénin, par exemple, qui datent de l'époque de Dahomey, ça a été signé en 1975 et ratifié en 1977, et dans cet accord de coopération militaire technique, il n'est absolument pas prévu que la France apporte un appui militaire direct au Bénin ou même un appui en termes de renseignement. Donc, à partir de ce moment-là, si on veut que la France puisse intervenir au Bénin pour contrer un putsch, très bien. Mais il faut que les accords militaires de coopération soient révisés et que les parlements à la fois français et à la fois béninois votent et que les populations soient prévenues parce que, effectivement, même en France, les gens sont pas au courant. Et normalement, en France, quand on engage des militaires dans des opérations militaires extérieures, il faut qu'il y ait un débat au Parlement et ensuite qui est un vote si l'opération militaire dure plus de 4 mois. Mais ce qu'a fait la France, c'est qu'elle a caché sa présence, j'avais appelé ça l'armée fantôme, en masquant des militaires qui sont des opérationnels, qui sont des forces spéciales, sous le couvert d'être des instructeurs et tout ça, alors qu'il y a ces présents des soldats, et puis il y a aussi l'appui au renseignement. Vous avez tous ces avions de renseignement français qui survolent tous les jours la Côte d'Ivoire, tous les jours le Bénin, qui même vont au nord, font des incursions dans le territoire burkinabé, qui sont exploités par une compagnie qui est un sous-traitant des services de renseignement français qui s'appelle CAE Aviation, qui est basé au Luxembourg. Et effectivement, ils sont là et ils aident les régimes alliés. Et la France vraiment a décidé de montrer les dents.
C'est-à-dire que jusque-là, on faisait profil bas. On s'est fait, en gros, la France s'est fait avoir sur toute la Lune, elle s'est fait avoir au Sahel, elle s'est fait dégager de partout. Et maintenant, en gros, le message qu'on a envoyé, c'est on défendra nos derniers alliés. Fut-il critiquable, parce qu'évidemment, Patrice Talon, il y a effectivement un développement économique qui est clair au Bénin, mais il y a aussi une dérive autocratique. Il y avait mon confrère Hugues Comlan-Sosouké, qui est un journaliste qui a été enlevé en Côte d'Ivoire, qui a été ramené sur un avion militaire béninois jusqu'à Cotonou et qui est aujourd'hui en prison, comme sont en prison plein d'opposants. Alors le modèle démocratique béninois, il peut être critiqué, mais la France est décidée à défendre ses derniers alliés. Et j'ai vu passer quelque chose de très intéressant, c'est la question de la base militaire française en Guinée et la base militaire française au Bénin. C'est-à-dire, on m'a accusé d'avoir dit que non, il y avait des bases militaires françaises au Bénin et des bases militaires françaises en Guinée. Ça, c'est la propagande, c'est pour décrédibiliser mes propos. Je n'ai jamais dit ça. Vous pouvez regarder tous mes écrits, tous mes lives, je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que j'ai dit sur la question de la Guinée? C'est que il y avait des militaires français qui étaient présentés comme des instructeurs, on en revient toujours à la même chose, qui étaient présents secrètement à l'est de la Guinée, notamment au camp militaire de Soronconi, et qui devaient être présents sur une base des GFIR, Kourimale, qui était à la frontière entre la Guinée et le Mali. C'était une base militaire guinéenne qui était en construction pour les GFIR. Par contre, là, on pouvait se poser des questions, c'est est-ce que ces militaires français qui sont envoyés soi-disant comme instructeurs pour former les forces spéciales guinéennes ou même les forces spéciales ailleurs ivoiriennes, béninoises, sont bien des instructeurs? Est-ce que ce ne sont pas des opérationnels ou des mecs qui font du renseignement? Ça, c'est vraiment la question. Et quand on voit ce qui s'est passé au Bénin, où tout d'un coup, les instructeurs en Côte d'Ivoire, se disant à Abidjan, il restait plus que 80 soldats de l'armée française qui étaient des instructeurs, tout d'un coup, ça s'est transformé en des forces spéciales. On fait des opérations sous faux drapeau, c'est-à-dire on se cache pour pouvoir maintenir une présence militaire, effectivement très réduite en termes de nombre, mais qui est bien réelle. Et les députés français, normalement, devraient intervenir, parce que j'ai parlé de l'article 35 de la Constitution, ils devraient pouvoir avoir un débat sur ces opérations militaires extérieures, puis après un vote au bout de 4 mois. Sauf que la France cache le fait qu'elle envoie des militaires à l'étranger. On dit c'est des instructeurs, c'est des formateurs, il n'y a aucun problème, ils sont juste là pour encadrer. Alors que déjà, ils encadrent, par exemple en Guinée, ils encadrent des forces spéciales qui après vont commettre des exactions, vont aller enlever des opposants comme Fonike Mengue et Biloba. Et puis la deuxième chose, on n'est pas sûr que ça soit des instructeurs, il y a vraiment aussi tout un aspect renseignement. On le voit au Bénin, on le voit au Côte d'Ivoire avec ces histoires d'avions espions qui sont là. Donc c'est un vrai problème. Mais j'ai jamais dit, par exemple au Bénin, je n'ai jamais dit qu'il y avait une base militaire dans le nord du Bénin. Je dis qu'aujourd'hui, il y a par exemple l'aéroport de Tourou qui est au centre du Bénin, qui est à quelques kilomètres de Parakou, où vous avez, ça avait été écrit par d'autres militaires, vous avez des forces spéciales américaines qui sont là, où vous avez des militaires français qui sont là, sur un aéroport qui est fermé au public, où il y a effectivement l'armée béninoise. Donc il y a des questions qui se posent. C'est vraiment tout ça est fait dans une grande opacité. Et pour un pays qui se prétend être le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, c'est vraiment très compliqué. Donc là, par exemple, sur le Bénin, vous avez eu un communiqué de la France Insoumise qui a demandé justement à ce que le gouvernement rende des comptes sur cette intervention militaire au Bénin. Ok, on est allé sauver Patrice Talon, mais dans quel cadre on l'a fait? Dans quel cadre de coopération militaire on l'a fait avec le Bénin? Donc il y a vraiment des questions qui se posent. Mais je pense que ce qui s'est passé au Bénin a permis de lever l'hypocrisie et a fait comprendre à tout le monde que la France est toujours présente en Afrique et elle va défendre ses derniers alliés. On parlait du Bénin, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Gabon. Djibouti aussi, même s'il n'y a pas de menace, ils vont continuer à soutenir le régime d'Ismaël Omar Guelleh. On parle de la Guinée avec Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire maintenant on défend notre précaré, on défend nos derniers alliés. Et tant pis si nos derniers alliés sont des autocrates qui enferment les opposants, qui empêchent les opposants de se présenter à la présidentielle comme en Côte d'Ivoire. Donc il y a vraiment une rupture dans la stratégie et vous avez une guerre informationnelle qui a été menée. Moi, j'étais très surpris de voir que à un moment, sur RFI, sur France 24, juste après le coup d'État au Bénin, enfin la tentative de putsch au Bénin, on disait non mais l'armée française est là pour lutter contre le djihadisme au Sahel, elle est au Bénin pour lutter contre les terroristes, alors qu'elle venait d'intervenir pour sauver Patrice Talon, deux putschistes qui étaient peut-être bien ou mal, ça reste à décider, mais qui étaient en tout cas pas des djihadistes. Donc c'est vraiment, et on en revient à la grande époque de la France-Afrique où par exemple on allait sauver Idriss Déby comme en 2019 où l'armée française allait bombarder des rebelles qui n'étaient pas du tout des djihadistes puisque c'était les propres neveux d'Idriss Déby père et on l'avait sauvé parce que l'armée française avait bombardé la colonne rebelle. Donc pour moi il y a une rupture, c'est-à-dire que la France va montrer les dents, elle va se mettre au même niveau que la Russie, elle a décidé de rentrer dans la danse, on arrête l'hypocrisie, on arrête les droits d'homme, on arrête toutes ces bêtises là, mais on va rentrer et puis on va se battre et on va faire les pires saloperies, les pires babouseries, mais on soutiendra nos gars. Et c'est un message aussi envoyé à tous les chefs d'État qui sont alliés de la France, les Talon, les Ouattara, les Doumbouya, les Oligui, ça veut dire on vous défendra jusqu'au bout. Vous êtes nos alliés, on va faire comme les Russes, on va vous défendre jusqu'au bout. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, je pense, dans la rupture, et on n'a pas encore bien analysé parce que ça fait un mois et c'est trop. Et il y avait eu un deuxième signal, qui pour moi était complètement hallucinant, c'était l'histoire de l'exfiltration du président de Madagascar. On en a beaucoup parlé, mais effectivement, moi j'étais sur place, j'étais à Madagascar, donc j'avais vécu le coup d'État, enfin la révolte populaire de la Gen Z après le coup d'État en direct. Et dans la soirée, quand il y a des gens qui me disent, y compris à Paris, oui, mais le président Ange Radouel a été exfiltré par un avion militaire français, mais j'y crois pas. Il me dit, je savais qu'ils étaient cons, mais je savais pas qu'ils étaient cons à ce point-là. Et je vérifie, je reboque avec mes sources, tout le monde me dit c'est ça. Le matin, donc à 9h du matin, j'envoie un contradictoire au ministère de la Défense des Armées français en disant Madame, Monsieur, j'ai appris que le président Ange Radouel a été exfiltré par un avion militaire français, qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Je vous donne jusqu'à midi pour répondre. Déjà, alors on échange souvent avec le ministère parce qu'à chaque fois que je fais une enquête, comme je suis tenu par les principes déontologiques, j'écris au ministère des Armées français, ils me répondent. Et là, ils m'envoient, est-ce que vous pouvez nous envoyer la copie de votre carte de presse? La première fois qu'ils me demandaient ça, je dis oui, bien sûr, je vous envoie ça. Et ils m'ont un peu piégé puisque à 11h30, 2h30 plus tard, je les appelle et je leur dis bon, est-ce que je pourrais avoir une réponse parce que je vais publier l'information et je veux avoir votre point de vue. Ils disent oui, on va vous donner la réponse et tout ça. Et en fait, ils l'ont fait fuiter dans RFI parce que c'est un média, on va dire, qui arrondissait beaucoup plus les angles, mais surtout de voir des vieilles méthodes comme dans les années 80, on allait, vous vous souvenez, quand on a renversé Bokassa, on avait amené David Dacko dans la soute d'un Transal français, d'un avion militaire français pour l'installer à la place de Bokassa. Là, c'était pareil. Surtout
pour un type comme Radziwiłł qui, je restais poli, mais nous l'avait fait à l'envers à plusieurs reprises. C'est-à-dire, Radziwiłł s'était rapproché des Russes, il avait refusé qu'on installe une base militaire française à Diego Suarez au nord de Madagascar, donc sur un coin très stratégique dans l'océan Indien. Et ce type-là, en plus, avait tué une trentaine de manifestants, en plus avec des gaz lacrymaux français, puisque j'ai appris récemment que, à un moment, le premier jour des manifestations à Madagascar, donc ils ont tiré beaucoup de gaz lacrymogène, et le soir, donc ils en avaient plus. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait venir en urgence du gaz lacrymogène de la Réunion, donc du gaz lacrymogène qui appartenait aux forces de l'ordre françaises basées à la Réunion, pour aller réprimer les manifestants à Madagascar, alors qu'il y avait eu plusieurs morts le premier jour. Et c'est ce type-là qu'on est allé sauver sur un avion militaire français, avec donc l'argent du contribuable français. Effectivement, on ne change pas les vieilles recettes. C'est ça qui est très très important, c'est que on a l'impression qu'on refait toujours la même cuisine, et surtout qu'il n'y a plus de vision de la France. C'est-à-dire à l'époque de Jacques Faucard, qui était le monsieur Afrique de Gaulle, il y avait une vision machiavélique de garder le contrôle sur les anciennes colonies africaines, avec on mettait des pantins, il y avait le franc CFA et tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de vision. C'est les intérêts privés, les intérêts mafieux, les intérêts de copinage qui sont là. Sur le cas de Radziwiłł, c'est Sarkozy qui est en personne, qui est grand copain Ange Radziwiłł, qui a été invité à passer Noël au nord de Madagascar avec sa femme et ses enfants par Radziwiłł, qui lui a tout payé, qui a insisté auprès d'Emmanuel Macron pour sortir Ange Radziwiłł. Et ça, pour moi, ça marque une rupture, c'est-à-dire que tous les gens qui racontaient que non, la France-Afrique c'était fini, la France-Afrique c'était, on passait à autre chose, en fait, on a les mêmes réflexes, on a les mêmes habitudes, on est prêt à faire les mêmes bassesses pour se maintenir au pouvoir, et on continue, et on continuera jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucune influence dans les pays africains. Quand chaque président français veut nous dire oui, la France-Afrique c'est fini, vous vous souvenez, Emmanuel Macron l'a dit au Gabon il y a à peu près il y a 2 ou 3 ans, en début 2023, la France-Afrique c'est fini, moi j'ai rompu avec ces pratiques, et on se rend compte que c'est toujours les mêmes pratiques avec les barbouzes, les espions, les manœuvres en sous-marin, et le peuple français, c'est ça qui est intéressant, le peuple français est absolument pas au courant de ça. Il est absolument pas au courant de ça, c'est-à-dire qu'on lui cache, parce que les grands médias qui sont main des milliardaires, ces milliardaires-là comme Bolloré, comme Rodolphe Sadé, comme tout le monde, ont des intérêts en Afrique et n'ont pas intérêt à ce qu'on raconte ce que fait la France en Afrique. Ils ont absolument pas intérêt à ce qu'on raconte ça. Ils veulent maintenir les gens dans l'ignorance. Les seules fois où on parle de la France en Afrique, de l'Afrique, c'est pour dire soit il y a des guerres, soit il y a les méchants Russes qui font du mal là-bas. On met toute la faute sur les Russes. Alors effectivement, c'est extrêmement pratique puisque ça permet de se déculpabiliser complètement, voilà, et c'est raciste en plus. C'est-à-dire, en rejetant le fait que la France ait été chassée de l'Afrique sur les Russes, ça fait passer les Africains comme des gens qui seraient incapables de penser par eux-mêmes, des grands enfants, des gens qui ont besoin d'un marionnettiste pour leur dire quoi penser, comme avant c'était les Français qui leur disaient quoi penser, maintenant c'est les Russes qui leur disent quoi penser. Alors que on se rend pas compte à quel point on a cultivé nous-mêmes, nous Français, le sentiment, enfin c'est même pas le sentiment parce que ce terme est pour moi faux, le ressentiment, les opinions contre la politique française en Afrique et la détestation de la politique française en Afrique, parce que les gens font très bien la différence. En Afrique, moi j'ai vu, il y a une grande lucidité entre les saints français. Personne va dire oui non, sale blanc dégage, personne n'est xénophobe. On fait très bien la différence entre les Français qui vivent là-bas et qui ont rien à voir avec la politique française et la politique française en Afrique qui elle est détestable et quel que soit le président. Donc voilà, et ça, c'est quelque chose de très intéressant à analyser. Et même Macron, en fait, est obligé de penser par lui-même. J'ai vu passer une question sur la Côte d'Ivoire, sur les élections avant. Je regarde en même temps. Sur la Côte d'Ivoire, il n'aime pas Ouattara. En fait, au départ, Emmanuel Macron se fait financer par Guillaume Soro, qui espère revenir au pouvoir si Macron vient lui-même au pouvoir. Et en fait, comme Macron ne respecte sa parole à personne, il trahit finalement Guillaume Soro avec l'aide d'intérêt, parce que c'est Sarkozy et les frères Buis qui le poussent, pour aller se rabibocher avec Ouattara. Ensuite, Macron, il commence à favoriser Tidjane Thiam, parce que Tidjane Thiam, il a failli être ministre, ça on le sait moins, mais il a failli être ministre en France, de l'économie en France, juste avant le Covid. Macron a failli le nommer, et Macron, il aime bien Tidjane Thiam parce que c'est un banquier, c'est un libéral, c'est un mec qui lui ressemble et tout ça. Donc il a essayé de pousser Tidjane Thiam, ça n'a pas marché en Côte d'Ivoire. Donc finalement, il est revenu un peu contraint et forcé avec Ouattara, alors qu'en fait, il s'aime pas. C'est une sorte de je t'aime moi non plus. Et ce qu'il y a quand j'entends la France-Afrique, c'est du passé. En fait, c'est une nouvelle France-Afrique, où les rapports de force sont inversés. C'est-à-dire, à l'époque, à l'Élysée, on décidait de tout, et puis on avait des sortes de sous-préfets dans les anciennes colonies, le président du Gabon, le président Omar Bongo, le président du Togo, machin, qui appliquaient nos directives. Et si ils avaient le malheur de s'opposer à la France, on les dégageait, on organisait un putsch. Maintenant, avec le fait qu'il y ait des nouveaux acteurs qui viennent en Afrique, avec l'éveil de la souveraineté populaire africaine et des consciences africaines, la France sait qu'elle est en position de faiblesse. Elle sait que demain, les autocrates africains ils peuvent décider d'aller voir les Russes, d'aller voir les Turcs, d'aller voir les Émiratis, d'aller voir les Chinois, et puis de laisser la France au côté, comme a fait Mamadi Déby au Tchad. Il a laissé la France et puis d'aller voir les Émirats qui lui donnent beaucoup plus d'argent. Et donc, il y a une sorte de renversement du rapport de force où maintenant, c'est les chefs d'État africains qui décident et la France, qui est un vrai paillasson, qui s'exécute. On l'a vu à Madagascar, on le voit par exemple dans le cas du Togo. On m'a beaucoup demandé de parler du Togo. À un moment, vous avez vu, il y a eu des manifestations contre le régime de Faure Gnassingbé, qui est quand même une création de la France-Afrique, même s'il a tendance à se faire passer pour un pan-africaniste, il a pu à l'ES, c'est une création de la France-Afrique. Et Faure Gnassingbé avait, en tout cas les communicants de Faure Gnassingbé avaient laissé croire que c'était la France qui était derrière les manifestants, que c'était la France qui tirait les ficelles de l'opposition, ce qui est complètement faux. Et qu'est-ce qu'elle a fait la France? Au lieu de dire, écoutez, vous parlez dans notre dos, on rompt la coopération militaire avec le régime de Faure Gnassingbé, pas du tout. On s'est rabiboché avec le régime de Faure Gnassingbé et on leur a donné encore plus. C'est-à-dire que les autocrates, ils ont très bien compris. Mamadi Doumbouya a fait la même chose. Souvenez-vous, en 2022, à un moment, la CEDEAO et la France menacent de le sanctionner. Et lui, il commence à aller voir Assimi Goïta, à dire, moi, je vais devenir le grand copain d'Assimi Goïta, je menace d'aller dans l'AES. Et qu'est-ce qu'elle a fait la France? Elle a dit, non, s'il te plaît, va pas dans l'AES. Nous, on va te donner tout ce que tu veux. On te dira rien. Tu pourras enlever tous les opposants que tu veux. Tu pourras te faire réélire comme tu veux. Et voilà. Et donc, il y a
ce renversement de situation, ce qui est très intéressant parce que finalement, quand les pays africains ont plein de partenaires, ça peut être très intéressant parce que ça permet d'avoir une sorte d'inverser le rapport de force. Sauf que souvent, les autocrates africains, ils l'utilisent à leur propre bénéfice et pour conforter leur petit pouvoir personnel et pour que la communauté internationale ne les critique pas. Voilà. Et donc, Djibouti, c'est pareil, c'est-à-dire Djibouti, c'est très bien Ismaël Omar Guelleh pour maintenir son pouvoir, il sait très bien jouer différents militaires qui sont là, qui sont présents, les Français, les Américains, les Allemands, les Chinois, etc., les Japonais. Voilà, il sait très bien jouer et comme ça, la communauté internationale se tait. Et il peut faire descendre une chape de plomb. Et c'est vrai en Guinée, c'est vrai un peu partout. Donc il y a eu, avec aussi des puissances qui s'autonomisent, des puissances africaines qui deviennent non pas des sous-fifres d'autres pays, mais qui deviennent des puissances à part entière. Type le Rwanda. Par exemple, le Rwanda, Paul Kagame a longtemps été vu comme une sorte de sous-fifre, de sous-préfet des Américains. Aujourd'hui, il s'est autonomisé. Alors évidemment, il a toujours l'aide des Américains, il a l'aide des Israéliens aussi, qui l'aident beaucoup en matière de renseignement, mais il arrive à mener sa propre politique, qui est machiavélique, en déstabilisant l'Est du Congo pour s'emparer des richesses, par exemple en étant présent dans des pays comme la Centrafrique. On parle beaucoup des Russes en Centrafrique, mais il y a aussi les Rwandais qui ont permis de maintenir, faire battre les rébellions et qui en échange se sont servis dans les mines. En Guinée, ils sont très présents. Ils sont plus de 400 autour de Mamadi Doumbouya qui veut plus faire confiance à ses propres hommes et qui fait confiance aux Rwandais. Et il arrive justement à jouer. Il sera indispensable. Par exemple, il s'est rendu indispensable aux yeux de la France parce qu'il envoie des militaires rwandais au nord du Mozambique combattre des djihadistes. Ça va dire Mozambique c'est loin, sauf qu'au nord du Mozambique il y a un méga projet gazier de Total Energy qui doit coûter 20 milliards d'euros, qui a déjà coûté énormément à la multinationale française et qui est bloqué parce qu'il y a les djihadistes. Et donc Paris compte sur les militaires rwandais pour aller rétablir la situation et permettre au projet gazier de repartir. Et en échange, la France est quand même un des derniers pays à vouloir sanctionner le Rwanda dans le cadre de son soutien et de l'agression de l'Est du Congo. C'est même, vous vous souvenez que le ministre des Affaires étrangères belge avait dit que la France freinait des 4 fers pour éviter que Paul Kagame et que le Rwanda soient sanctionnés, alors qu'il aurait dû être, parce que il sème le trouble à l'est de la République démocratique du Congo avec l'invasion de Goma, de Bukavu et plus présentement de Uvira. Voilà. Et donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Mais moi je pense que la France-Afrique en 2026 va continuer à perdurer, il va continuer à avoir des ingérences. Alors on a beaucoup moins de puissance qu'avant. On l'a dans la France, de toute façon, beaucoup moins de puissance qu'avant dans le monde. Il suffit de voir au Moyen-Orient, on avait une vraie politique dans le monde arabe à l'époque avec Jacques Chirac, si vous vous souvenez, Yasser Arafat, etc., où on a perdu notre puissance. On est devenu une puissance moyenne, voire une puissance médiocre. Et en Afrique, on est complètement perdu. Déjà, on est perdu parce que en 2012, sous François Hollande, on a la France-Afrique, en tout cas la politique africaine de la France, est passée aux mains des militaires. Souvenez-vous avec Jean-Yves Le Drian. Donc les militaires français sont en général des mecs d'extrême droite qui sont racistes, qui pensent que l'Afrique, c'est comme en 1960, il y a que des cases et des éléphants. Hein, c'est ça la vision raciste. Ils lisent du Bernard Lugan. Et ça a amené toutes les erreurs au Sahel. On a fait absolument n'importe quoi. On a été incapable de résorber l'invasion djihadiste. Et par ailleurs, il y a un affaiblissement de notre réseau diplomatique en France, ce qui fait que on a de moins en moins de monde sur le terrain et des gens de moins en moins compétents, des gens qui connaissent de moins en moins le terrain. Et le niveau des ambassadeurs qu'on envoie en Afrique, c'est assez inquiétant. Quand même, l'une des premières avec l'Afrique du Sud, économique d'Afrique subsaharienne, c'est le Nigeria, où Macron est d'ailleurs passé en stage à l'ambassade de France au Nigeria, et on envoie comme ambassadeur un monsieur qui s'appelle Marc Fongostier, que les Togolais, les Guinéens connaissent bien, et qui est surtout célèbre pour avoir été rappelé de son poste de consul à Hong Kong en 2010, parce qu'il avait volé des bouteilles de vin lors d'une soirée de la haute société. Il avait pris 2 bouteilles de vin à 2 000 ou 3 000 $ chacune, il les avait planquées dans son pantalon, et il était sorti de la soirée, et il s'était fait choper par la police hongkongaise, et évidemment, il était consul de France, il s'était fait rappeler de son poste à Hong Kong, et au lieu de le mettre soit de le virer, ce qui est logique, ou de le mettre dans un placard ad vitam aeternam dans les combles du Quai d'Orsay, on a nommé ce monsieur en Afrique qui a fait des postes comme le Togo, où il a soutenu Faure Gnassingbé, comme la Guinée, où il a soutenu Alpha Condé, puis Doumbouya, et maintenant on le met au Nigeria. C'est quand même une sacrée image de la France qu'on donne. Et on continue à j'en parle pas beaucoup, mais la question du franc CFA, quand même, reste particulièrement présente. En Afrique centrale, c'est toujours pareil, rien n'a changé. On n'a fait aucune réforme pour l'Afrique centrale. Le franc CFA d'Afrique centrale, vous continuez à avoir des représentants de la Banque de France qui sont présents au conseil d'administration du franc CFA, qui participent aux décisions. En Afrique de l'Ouest, on a fait semblant de faire un habillage en disant, on passe du franc CFA à l'éco, on enlève ces représentants-là, mais malgré tout, la France continuera à jouer un rôle même de garante de cet éco qui en fait tarde à venir, puisque on continue à avoir un franc CFA. Ça a été très bien démontré par des économistes comme Dongo Silla, le Sénégalais, qui ont très bien montré toute la tartufferie et l'absurdité de cette réforme. En fait, la France tente de suivre, parce qu'en fait, l'Afrique, c'est le dernier endroit du monde où elle peut avoir encore un peu d'influence. Elle en a plus au Moyen-Orient, elle en a plus dans le conflit Ukraine-Russie, elle s'est marchée dessus par Israël, Netanyahou survole le territoire français alors qu'il est recherché par la CPI dans le cadre du génocide à Gaza, et voilà, donc c'est ça, mais ça continuera. Et tout ce qu'on pourra faire comme bassesse, comme opération en sous-marin, la France, je pense que le fera, et même si l'extrême droite arrive au pouvoir en 2027, parce que on est à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, il n'y a absolument rien qui changera, parce que l'extrême droite a toujours pris de l'argent. Il suffit de voir Marine Le Pen qui se pointe au Tchad pour prendre de l'argent chez Mohamed Déby, ou qui avait pris de l'argent au Sénégal chez Macky Sall. Elle avait été accusée par un ancien Premier ministre d'avoir pris 12 millions d'euros. Donc voilà. Et moi, mon objectif en tant que journaliste, c'est de continuer à enquêter sur ça, à enquêter sur ces derniers soubresauts. Le monstre respire encore, et c'est pour ça que j'ai créé une sorte de média indépendant, parce que je pense que c'est la seule manière de pouvoir continuer à enquêter de manière libre, de manière complètement indépendante, et en même temps de manière rigoureuse sur justement ces derniers soubresauts de la France-Afrique. Je vois beaucoup de questions passer sur le Cameroun. Alors, le Cameroun, c'est très très particulier dans la France-Afrique. Paul Biya, il s'entend plus trop avec Emmanuel Macron. J'avais fait une vidéo, j'avais raconté tout ça. En fait, le point d'embrouille de base entre Paul Biya et... Alors, Paul Biya, il avait compris une chose.
c'est un criminel de la pire espèce, ça, il n'y a aucun problème. Mais il a compris une chose, c'est que les Français étaient des planches pourries. Et que les Français pouvaient vous mettre au pouvoir, comme ils l'ont fait avec Paul Biya, mais ils pouvaient vous en dégager aussi facilement. Parce qu'il a vu tout ce qui s'est passé à l'époque avec Bokassa, avec Sankara, avec tout ça, il s'est dit, bon, je risque d'avoir des problèmes à un moment avec les Français, donc je vais diversifier mes partenariats. En fait, Paul Biya, il avait compris avant tout le monde qu'il fallait trouver d'autres alliés. Et c'est pour ça que, fin des années 80, il a fait venir les Israéliens, les proxys du Mossad, qui jusqu'à aujourd'hui constituent, forment, encadrent le BIR, qui est le bataillon d'intervention rapide, qui protège le régime de Paul Biya. Et avec Emmanuel Macron, ça a été une sorte d'histoire de désamour. Macron aurait voulu qu'on donne la concession du port de Douala à MSC, qui est lié à la famille d'Alexis Kohler, qui était secrétaire général à la présidence française, qui était vice-président de Macron, donc il aurait voulu ça. Biya n'a pas voulu nationaliser le port de Douala. Ensuite, Biya aurait voulu que Macron intronise en quelque sorte le fils de Biya, Franck, pour le succéder à la place du Cameroun. Macron a répondu. Donc, finalement, il y a une sorte de froid qui s'est installé. Moi, je sais qu'ils se sont eus au téléphone juste après la proclamation de l'élection présidentielle, des résultats de l'élection présidentielle. Je crois une semaine après qu'il y a eu des manifestations et qu'il y a eu la violente répression, ils se sont eus. Donc, il y avait visiblement Biya, il y avait Ngongo qui était à côté au téléphone parce que bon, Paul Biya, il a des petits moments d'absence, mais ça s'est effectivement assez mal passé. Ce qui ne reste pas moins que Paul Biya, c'est une créature de la France-Afrique. C'est vraiment un mec qui est passé par l'ENA, il est resté au pouvoir et c'est l'aboutissement, le stade ultime du pourrissement de la France-Afrique, où on a maintenu un mec pendant 40 ans au pouvoir, qui maintenant s'est autonomisé de nous, mais qui est en train de conduire son pays à l'abîme, parce que le jour où il mourra, tous les clans qui sont autour de lui, qui se détestent, les Mvondo Ayolo, les Ngongo, le Pire, Franck, machin, enfin, tous les clans, Laurent Esso, vont s'affronter et ça risque de se transformer en guerre civile avec déjà ce qui se passe au nord, avec Boko Haram, avec la zone anglophone. C'est assez triste et on aurait dû se rendre beaucoup plus tôt compte que en fait Paul Biya était pas le bon cheval et qu'on aurait dû en tout cas laisser le peuple camerounais décider de son destin, sauf qu'on a maintenu ce type-là pendant des années et maintenant il est en une sorte de pilote automatique, il va emmener son pays directement dans la falaise au crash, sauf que lui il a 92 ans, il est au bout de sa vie, ça lui créera pas trop de problème. Par contre les Camerounais vont le prendre témoin, mais il y a un tel stade de la corruption dans ce pays, c'est absolument fou. Moi je suis arrivé à l'aéroport de Douala, j'étais en novembre, et je savais que l'aéroport de Douala a été rénové il y a 7-8 ans par une entreprise française, Sogea Satom, qui a eu quand même un prêt de l'Agence française de développement, donc un prêt qui doit être remboursé par les Camerounais, de 40 ou 41 millions d'euros. Franchement, pour un aéroport d'une capitale économique, d'une des premières puissances d'Afrique francophone, enfin d'Afrique dite francophone, c'est lunaire, j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Bon, je sais que c'était la période d'Halloween, mais c'était quand même où sont passés les 40 millions d'euros qui ont été prêtés par l'État français, qui ont été utilisés par cette entreprise française pour rénover l'aéroport. Ils sont partis dans des commissions au Cameroun et puis sans doute dans les poches de l'entreprise française. Donc c'est complètement hallucinant. Et ça va. Voilà, dans plein de pays, on se rend pas compte à quel point on a creusé notre propre tombe et on a creusé nous-mêmes la détestation qui accompagne aujourd'hui chacun de nos pas et qui est justifiée en fait finalement. Quand moi j'entends que la France n'est plus la bienvenue en Afrique, ça me fait mal en tant que Français. Mais honnêtement, je peux que l'accepter au regard de toutes les erreurs qui sont passées. Je parle même pas de ce qui s'est passé ces dernières années. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans la complicité de la France dans le génocide des Tutsis rwandais en 1994. Souvenez-vous de comment on a tiré sur devant l'hôtel Ivoire, on a tiré sur des manifestants ivoiriens en 2004. Comment il n'y a pas si longtemps que ça, fin 2021, l'armée française a ouvert le feu sur des manifestants au Burkina Faso et au Niger qui manifestaient pacifiquement, qui brûlaient des pneus devant un convoi surarmé de l'armée française, et 3 morts au Niger. Dans un gamin de 14 ans, aucune commission d'enquête n'a été ouverte, ni en France, ni en Niger, pour faire la lumière sur le meurtre de 3 gamins innocents. Et ça, c'est hallucinant. Et de voir à quel point, dans la diplomatie française, dans les médias français, on est incapable de se remettre en cause et de balayer devant notre porte et de se rendre compte de nos erreurs. Moi, je trouve ça absolument hallucinant. Et voilà. Et ça va continuer. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. On l'a vu, par exemple, sur la Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez eu en même temps 2 élections. Vous avez le Cameroun où la France, justement, parce qu'elle est fâchée avec Paul Biya, a exprimé des critiques. C'est pas parce qu'elle est compatissante avec les 50 Camerounais qui se sont fait tuer. C'est parce qu'elle est fâchée avec Paul Biya que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a dit faut arrêter de réprimer les manifestations. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on a empêché les opposants de se présenter. Il y a eu aussi des répressions avec quelques morts, mais moins qu'au Cameroun. On a félicité chaudement Alassane Ouattara parce qu'on veut absolument que la Côte d'Ivoire reste dans le giron français. Et donc voilà, le but c'est d'enquêter, d'investiguer, et pas forcément, moi mon but c'est pas de faire de la réaction à chaud sur telle ou telle situation, c'est toujours très intéressant, mais surtout d'investiguer sur les dessous de la France-Afrique. Je vois souvent dire, il y a des gens qui viennent et qui me disent, ah mais t'es proche, ouais t'es payé par les Russes. Alors, moi je suis pas payé par les Russes, bon, un jour si j'ai une mallette de roubles, je vous le dirai, mais surtout, j'ai toujours refusé d'aller dans des médias financés par le Kremlin, j'ai toujours refusé d'aller dans les médias financés par l'État turc, ou même par les Chinois. J'étais approché par les Chinois, je me souviens que les Russes m'avaient invité en Russie par mon éditeur, j'avais dit mais moi je vais pas critiquer la France-Afrique chez Poutine, je suis français, je suis fier d'être français, et c'est parce que justement je suis fier d'être français que je ne veux pas que mon pays fasse autant de bêtises et de crimes en Afrique. Je veux que justement ils partent avec une bonne image, c'est ça compliqué, mais en tout cas avec la moins mauvaise image possible, et qu'on arrête les dégâts, qu'on arrête de s'ingérer. Parce que regardez, prenons l'exemple de la Guinée. On a soutenu Mamadi Doumbouya, on le soutient bec et ongle. Nos entreprises se font des dizaines de millions d'euros d'argent public. On a envoyé pendant longtemps de militaires formés, les forces spéciales guinéennes qui après a arrêté les opposants. On a un appui en termes de renseignements apporté à la jeune guinéenne de Mamadi Doumbouya, alors que ce type-là, quand même, fait enlever des enfants
deux chanteurs qui ont juste eu le malheur de critiquer. Il a fait enlever le père de mon confrère Mamadou Babila Keïta à la vieillard de 75 ans qui a été arrêté à la sortie de la mosquée et on le retient comme otage de manière à ce que son fils ne parle pas. Franchement, on se rend compte d'à quel niveau on est arrivé et la France ne dit rien. Qu'est-ce qui va se passer quand Mamadi Doumbouya peut-être un jour sera renversé par ses frères d'armes ou des gens qui sont proches de lui? Parce qu'en plus il n'a pas l'air en très bon état physique et physique d'après ce que j'ai vu sur les dernières images. Le mec qui viendra au pouvoir, il fera comme au Burkina, comme au Mali, comme au Niger, il dira en fait Mamadi Doumbouya c'est un valet des Français. La France dehors, la France a été complice des crimes de Mamadi Doumbouya et tout le monde applaudira. Ça ne fera pas forcément plaisir, mais franchement on l'aura bien mérité. On l'aura bien mérité parce que voilà, on aura accompagné un régime criminel. Comme on va accompagner d'autres, je vois passer le Gabon effectivement, on va accompagner Brice Oligui Nguema. On est vraiment, il y a eu à la fin en fait du règne d'Ali Bongo une sorte de rupture entre la France et Ali Bongo. La France est très proche de Omar Bongo. Ensuite il y a eu Ali Bongo qui honnêtement était un médiocre et qui absolument pas fait pour prendre le pouvoir. Et ensuite il y a eu son AVC, ce qui fait qu'il a plus du tout géré le pays, que le pays était aux mains de son fils Noureddin et de sa femme Sylvia. Et à la fin effectivement il y avait des entreprises françaises comme Veolia qui avaient été chassées du Gabon. Il y avait plus de bonnes relations. Ali Bongo s'était beaucoup rapproché des communs. Donc la France a bien sûr été très heureuse, voire a aidé quand Brice Oligui Nguema a pris pouvoir en août 2023, parce que c'est le retour aux vieilles années du père Bongo. Oligui Nguema, c'était l'aide de camp du père Bongo, et là, il y a une sorte de retour de la France-Afrique. Donc, quand j'ai vu Macron à Libreville il y a un mois et demi, c'était, on a l'impression qu'on était en 1960, il manquait plus que les images en noir et blanc, et on était de retour aux plus belles heures de la France-Afrique, où l'administrateur colonial, le président français, venait visiter ces colonies qui étaient décolonisées sur le papier, mais qui n'étaient pas en réalité décolonisées. Donc oui, il y a des pays où on a maintenu une vieille France-Afrique complètement anachronique. Voilà, et donc Oligui Nguema, il pourra faire tout ce qu'il veut demain. Il pourra raser la tête de syndicalistes comme il l'a déjà fait. Il pourra faire des tortures sur des opposants. On lui dira absolument rien parce qu'il faudra garder le Gabon comme d'autres dans le giron de la France-Afrique. Et c'est ça. Mais moi, je pense que le cas de la Guinée va être vraiment le tombeau de la France, parce qu'il y a quelque chose de très particulier sur la Guinée. Au Gabon, en Côte d'Ivoire, un peu moins au Bénin. Mais en tout cas, au Gabon, Côte d'Ivoire, il y a une présence qui continue. C'est-à-dire, ça fait des décennies qu'on est là, qu'on a des intérêts économiques, qu'on a des intérêts mafieux qui sont là. Notamment les casinos à Libreville avec les parrains corses, Michel Thomy, qui sont présents. Mais en Guinée, la France avait été mise dehors en 1958 par Sékou Touré, et pendant des décennies, il n'y avait pas eu de présence française, ou alors très peu. Même Alpha Condé, qui était français, qui avait vécu en exil pendant 40 ans, dans un appartement place d'Italie, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas redonné tout ce que la France aurait voulu qu'il lui donne. C'est pour ça que d'ailleurs, la France était très content quand Alpha Condé est tombé en 2021, parce que Alpha Condé s'était rapproché des Turcs, des Russes et tout ça. Et là, la France est en train de revenir, alors qu'elle se barre de partout, qu'elle est chassée du Tchad, du Burkina, du Mali, que même dans d'autres pays comme le Cameroun, comme le Congo-Brazzaville, petit à petit, on perd du poids économique, on perd du poids politique. Et en Guinée, on revient, et on va le payer très cher parce que ça va pas durer très longtemps. On est en train d'accompagner les jeunes criminels et ça va vraiment pas durer très longtemps. Je vois aussi un pays duquel que je parle pas très souvent, c'est Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, parce que c'est très très intéressant ce qui se passe. En fait, si vous voyez il y a quelque chose qui est un peu passé sous les radars, c'est au début de l'année, la police française est venue perquisitionner, a tenté d'arrêter l'épouse de Denis Sassou Nguesso. C'est pas rien. Denis Sassou Nguesso, c'est une sorte de pape de la France-Afrique. Il est là depuis 1979. Bon, il y a eu la guerre civile entre-temps, mais il est là. Pourquoi on en est allé à se prendre à Denis Sassou Nguesso? Je vais vous donner peut-être une piste de réflexion qui est très intéressante. C'est que Denis Sassou Nguesso, les Français considèrent qu'il s'est beaucoup autonomisé, qu'il s'est rapproché des Russes, notamment avec son fils. Et surtout, Emmanuel Macron, il a un ami personnel qui s'appelle Jean-Renaud Fayol. Alors, c'est un mec des réseaux, c'est pas quelqu'un de très connu. Jean-Renaud Fayol, il a été condamné par contumace dans l'affaire du procès Mokoko. Vous vous souvenez, ce candidat à la présidentielle qui avait soi-disant tenté de renverser Denis Sassou Nguesso, on est en 2016. Et ce Jean-Renaud Fayol est quelqu'un d'extrême droite, mais c'est surtout un ami personnel d'Emmanuel Macron. Moi, je sais qu'il le voit toutes les 2 semaines. Et forcément, il était proche de Mokoko, il a été condamné par Denis Sassou Nguesso, il a envie que Denis Sassou Nguesso tombe. Donc, à Paris, il y a des réseaux occultes qui poussent pour que Denis Sassou Nguesso soit renversé, ou en tout cas soit ostracisé. Ça ne veut pas dire que Denis Sassou Nguesso est un saint, ni que la France pense au bien-être du peuple de Congo-Brazzaville. Ils en ont absolument rien à cirer, parce que le Congo-Brazzaville, les Congolais, ça les intéresse pas comme les autres. C'est juste qu'ils sont un peu en froid. Les réseaux sarkozystes, qui étaient très proches de Denis Sassou Nguesso, sont moins en cours. Vous avez Sarkozy, du coup, il a d'autres affaires judiciaires et d'autres chats à fouetter. Mais c'est pour ça. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a des articles qui sortent dans la presse mainstream française, pourquoi il y a eu des affaires judiciaires qui sont sorties pour des questions de bien mal acquis contre le clan Sassou Nguesso, il suffit de voir ce lien entre Emmanuel Macron et Jean-Renaud Fayol, qui est proche de l'opposition congolaise. Et ça, c'est très intéressant. Ça amène à parler de toutes ces histoires de bien mal acquis. Franchement, vous vous souvenez qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, on a fait tout un pataquès pour dire que on avait trouvé des biens mal acquis de la famille Déby en France, et qu'il fallait, et on avait, le parquet national financier avait ouvert une enquête. Alors moi, ça m'a fait beaucoup rire, parce que les biens mal acquis de la famille Déby, ça fait 30 ans qu'ils les avaient, il suffisait de taper Déby sur la base de données des foncières françaises, on trouvait tout ce qu'on voulait. Moi, j'avais ces documents en ma possession, j'avais beaucoup récupéré de taxes foncières appartenant aux enfants de Déby, aux épouses de Déby, même à Déby lui-même. À l'époque, on s'entendait très bien avec Déby père. Je me souviens que j'avais même été auditionné par la police à ce propos-là, et tout d'un coup, on a retrouvé ces biens immobiliers, et on a fait une procédure pour des biens mal acquis. Voilà. Pour justement, dans la seule but était de garder Déby fils, Déby fils qu'on avait installé au pouvoir dans le giron de la France,
parce qu'on sentait qu'il était en train de se rapprocher d'autres, des Émirats, des Russes et tout ça, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que cette procédure, on n'en entend plus parler. Parce que moi, ce que je sais, c'est que Mamad Déby-Fils a dit à un moment, a fait savoir à Paris que moi, j'ai plein de choses compromettantes sur vous, notamment on a financé, moi et mon père, on a financé des campagnes électorales françaises. Donc, si vous voulez pas de problème, il faudrait mieux arrêter de nous chercher des noises. Et donc, avec cette procédure qui avait ni queue ni tête, et on a arrêté. Et ce qui montre bien à quel point la justice française est inféodée au pouvoir politique, puisqu'elle ouvre des enquêtes quand ça arrange le pouvoir politique. Et elle les arrête quand ça arrange aussi le pouvoir politique. Et en fait, toutes ces enquêtes, elles ne servent pas à restituer, à rendre justice aux peuples africains qui ont été spoliés. Elles cherchent juste à faire de la pression sur les chefs d'État. Regardez, on a condamné la Guinée équatoriale, on a condamné le fils d'Obiang Nguema. Juste parce que le fils d'Obiang Nguema, il n'est pas plus corrompu qu'un autre, c'est un corrompu certes, mais juste parce que la Guinée équatoriale est proche. A toujours joué contre la France en Afrique centrale, n'a jamais besoin de la France, aujourd'hui est très proche des Russes, donc les juges ont eu la liberté de la condamner, et on a toujours utilisé ces affaires de biens mal acquis pour faire pression. Pareil, quand ça a commencé à péter entre Ali Bongo et la France dans les années 2010, on a utilisé ces procédures de biens mal acquis. Et ça, ça me sidère. Ça me sidère parce que normalement, on est censé avoir une justice indépendante, une justice qui fait son travail, mais en fait, on se rend compte que la justice est complètement inféodée et sert la France-Afrique et les intérêts politiques. Le nombre d'affaires qui ont été enterrées, moi, ça me sidère. Je me souviens notamment de l'affaire de ce grand opposant tchadien qui s'appelle Ibn Omar Mamad Saleh, qui, souvenez-vous, a été enlevé en 2008 par Idriss Déby, dont on n'a jamais retrouvé la dépouille, mais qui surtout a été enlevé en présence de militaires français. On a tout fait pour que cette enquête soit mise sous le boisseau. Pour ceux qui sont plus âgés, on se souvient aussi de l'assassinat du juge Borel à Djibouti, donc qui est un juge français qui a été maquillé en suicide et la justice a vraiment pas avancé depuis 25 ans. Il y a eu des obstacles terribles. Il y a vraiment une raison d'État en France vis-à-vis de l'Afrique. C'est vraiment notre chasse gardée, et des fois on a une justice de république bananière qui n'a rien à enlever à celle de pays qu'on dit soi-disant corrompus, soi-disant pauvres. C'est absolument hallucinant. Si on a condamné Sarkozy pour l'histoire de financement en Libye, il faut aussi qu'on cherche les financements occultes d'Emmanuel Macron. Ça a été documenté, notamment en Algérie, avec Alexandre Benalla qui en 2017, juste avant la campagne présidentielle, se baladait au Tchad, à l'île Maurice, en République démocratique du Congo. C'est quand même assez hallucinant. On espère que la justice fera son boulot. Et oui, pour répondre à la question, les gens me disent oui, mais de quoi tu te mêles? En fait, je parle de mon pays, la France, et de son action qui, à maints égards, est condamnable à l'international. Et vous voyez que je parle souvent sur le prisme, je parle de pays, je parle du Cameroun, je parle de Madagascar, je parle de Guinée, mais je parle du prisme de ses relations avec la France. Et ça, entre guillemets, c'est mon rôle, puisque moi, j'ai pas envie que la France fasse n'importe quoi en Afrique. Et comme il n'y a personne pour dénoncer, puisque c'est une sorte de no man's land où personne ne parle, aucun journaliste n'investigue, j'essaye de combler modestement et très modestement ce vide en révélant les dessous, justement, des coopérations trop entre la France et les États africains, le fait qu'ils participent à dégrader notre image. Alors je le fais de manière déontologique, de manière journalistique. Je condamne autant la présence des mercenaires russes qui commettent des crimes au Mali, en Centrafrique ou ailleurs. Mais à la limite, les Russes c'est pas mon pays. Et puis bon, Vladimir Poutine, lui, il se cache pas que les Russes ils viennent pour des intérêts en Afrique. Ils viennent protéger des régimes, en échange ils vont piller les mines. Personne ne le dit. Sauf que nous en France, on est en train de se draper du sceau de la démocratie, des droits de l'homme, on vient aider les petits Africains, on a l'impression qu'on est sous la Troisième République avec Jules Ferry, la mission civilisatrice de la France, alors qu'en réalité, on est là pour nos intérêts, on est là pour nos barbouzeries, on est là pour prendre le maximum d'argent possible. Quand je vois des fois les contrats qui sont souscrits, regardez, en Guinée, il y a pas longtemps, j'ai sorti qu'ils ont c'est une boîte de tourisme qui s'appelle Savoie Hélicoptère, qui fait du tourisme dans les Alpes en France, qui est venue former l'armée d'air guinéenne. Je veux dire, faire du tourisme dans les Alpes sur un hélicoptère et faire de l'aviation de combat, c'est pas vraiment la même chose. Et il y a eu 3 millions d'euros qui ont été dépensés par l'État guinéen pour payer cette boîte de tourisme pour aller former l'armée de l'air guinéenne. J'aimerais bien voir la tête des formations, puisque ces mecs-là, évidemment, ils sont peut-être doués pour faire des vols et pour aller admirer le Mont Blanc et les montagnes dans les Alpes, mais ils sont pas doués pour aller tirer sur des gens. Et donc, on jette l'argent par les fenêtres, on le donne à des entreprises françaises qui se font énormément d'argent en Afrique, parce qu'ils ont toujours fait énormément d'argent en Afrique, et en échange, les régimes africains, ils sont pas plus avancés. C'est complètement fou. Et oui, à force de tirer sur la corde, la corde, elle a fini par casser. Et moi, je comprends. Évidemment, l'AES, c'est critiquable, et il y a des choses qui vont pas bien, et ça, je suis le premier à dire. Mais qu'à un moment, il y a des régimes qui ont dit non à la France, et qui ont voulu en finir avec la présence française qui ne servait absolument rien en Sahel, et qui n'a fait qu'aggraver le problème. Moi, j'ai pas de souci avec ça. C'est une réalité. Et puis les journaux français sont très peu intéressés par ça. Déjà parce que il y a du racisme en France, racisme qui cesse de se développer, y compris à gauche. Et moi, je trouve que même dans les partis politiques qui devraient s'intéresser à ces questions africaines-là, on est très timide, on est très timoré. Par exemple, la LFI, personne n'a demandé de commission d'enquête pour savoir comment et pourquoi on avait exfiltré Ange Raswell de Madagascar. Alors que ça aurait dû être un scandale d'État. Personne, y compris sur la LFI. Personne à la LFI n'avait demandé à ce qu'on fasse une commission d'enquête sur les jeunes qui avaient été tués par l'armée française à Tira au Niger. Personne n'a demandé ça. Il y a une sorte, on s'engage beaucoup sur la Palestine-Israël, c'est très bien, un génocide à Gaza, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais on s'engage très peu sur ce qu'on pourrait influer, nous Français, qui est nos anciennes colonies où on a encore de l'ingérence. Et si en France, l'opinion publique se levait en disant on arrête d'avoir une mauvaise image en Afrique, on arrête de faire n'importe quoi, peut-être que nos gouvernements seraient contraints de réduire la voilure et de changer de politique. Mais comme tout le monde s'en fout, et comme les médias mainstream, alors je parle même pas des médias RFI, France 24 qui sont des médias d'État, comme les médias mainstream n'en parlent pas, personne ne connaît, personne n'en parle, alors que c'est un sujet extrêmement
important en Afrique. Et même la gauche française a loupé le coche sur ça. Peut-être que c'est par méconnaissance, je pense aussi par une sorte de racisme inconscient qui est là. Voilà, sur les positions sur le Sahara occidental. Moi, je me souviens très Mélenchon m'avait dit un jour que quand on votait sur le Sahara occidental au Parlement européen, lui sortait pissé. C'est quand même une position pas très courageuse pour des gens qui effectivement ont des positions très courageuses sur Israël et la Palestine. Et ça, je le regrette qu'il n'y ait pas vraiment des gens qui prennent à bras le corps cette politique africaine. On la laisse à des gens comme Bruno Fuchs, qui est le président de la commission des affaires étrangères macroniste, qui se balade partout en Afrique. Il était à Madagascar, il était en Guinée, il va proposer ses services à toutes les juntes. On se demande s'il se fait pas un peu d'argent au passage. Et c'est ces gens-là qui nous représentent à l'étranger, qui sont pas les meilleurs. C'est des focards version Wish. Et voilà. Et ça, effectivement, c'est très problématique. On essaye de parler, moi j'essaye toujours de parler, quand j'étais aux médias je le faisais, mais c'est vrai que ce travail de prise de conscience que nous, par exemple une partie de la gauche française, ils sont parfaitement au courant que les États-Unis, ils ont une politique détestable en Amérique du Sud, en embêtant le Venezuela, en embêtant tous ceux qui sont pas de droite, mais ils sont incapables de penser que nous on fait pareil, en Afrique on a une politique impérialiste, on a une politique néocolonialiste, on a une politique d'ingérence qui a détruit des économies, des pouvoirs africains, qui a maintenu des potentats, des satrapes au pouvoir, ça on est incapable de le penser, et à la fin on va le payer très cher, puisque on va finir, on est déjà détesté par tout le monde, et je pense qu'on va se faire chasser des derniers pays qui nous restent et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer, mais on l'aura bien cherché. Oui, c'est vrai. Je peut-être généralise, il y a eu des gens du Parti communiste comme Chassaigne qui se sont impliqués. Il y avait un député qui s'appelle Sébastien Nadeau, qui était un dissident de la République en marche. Sur la Guinée, par exemple, vous avez Aurélien Saint-Toul qui parle beaucoup. Vous avez Carlo Martins Bilongo, député de la FI, qui parle du Congo. Mais on se rend compte que c'est pas, ils s'impliquent pays par pays. Souvent, c'est parce qu'ils connaissent des gens, parce qu'ils sont originaires de ces pays-là. Mais ils n'ont pas de pensée d'ensemble sur qu'est-ce que devrait être une politique de la France en Afrique. Comment on pourrait essayer de sauver les derniers meubles qui nous restent. Par exemple, en Afrique, le député qui parle le plus sur l'Afrique à la LFI, c'est Aurélien Taché. Et franchement, le niveau, la dernière fois, il était au Bénin au moment du putsch, il a tweeté mon soutien à Patrice Talon. Alors, effectivement, on peut ne pas être d'accord avec le putsch, j'ai aucun problème avec ça, et considérer que les putschistes sont illégitimes. Mais dire qu'on soutient Patrice Talon, qui met en prison des opposants, qui arrête des journalistes, qui va même les kidnapper dans d'autres pays, qui s'est arrangé pour faire une élection jouée d'avance et créer un Sénat où il va s'installer et sans doute il va régner par procuration parce qu'il reste l'homme le plus puissant du pays. Quand il fait arrêter, on peut ne pas être d'accord avec Kémy Séba, super, mais on va pas faire arrêter la mère de ses enfants et la faire passer plusieurs jours en garde à vue sur des motifs complètement farfelus. Moi, je trouve ça scandaleux. On peut ne pas être d'accord avec les putschistes et dire que le Bénin doit rester aux mains des civils, mais présenter Patrice Talon comme une sorte de Nelson Mandela et d'exemple de démocratie, c'est un peu fort de café. Et Aurélien Taché l'a fait, ce qui montre bien l'incapacité à penser de manière structurée des partis politiques français, quels qu'ils soient, sur la question africaine. Et effectivement, c'est pas une priorité programmatique des partis, et c'est bien dommage, parce qu'il y a des diasporas qui sont très présentes en France, il y a des gens qui sont binationaux, et eux, ils s'intéressent à cette question. Mais on a l'impression que c'est complètement coupé. Et moi, vous m'empêcherez pas qu'il y a quand même une question de racisme inconscient. En Amérique du Sud, on comprend les choses. Lula, il est gentil, Bolsonaro, il est méchant. Mais en Afrique, on comprend rien. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. C'est toujours des mecs qui se tapent dessus. Il n'y a que des coups d'État et tout ça. Et d'ailleurs, sur la question des coups d'État, moi, j'entends Macron condamner les putschs au Bénin, machin, Mali, Burkina, d'accord. Mais qui a ouvert la boîte de Pandore? Faut quand même remettre la question. Qui a ouvert la boîte de Pandore? Bah, c'est nous Français au Tchad. Quand Idriss Déby est mort, circonstances très troubles, en 2021, on a installé son fils. Alors ça aurait dû être le président de l'Assemblée nationale, qui aurait dû prendre le pouvoir, Haroun Kabadi, et organiser des élections. On a installé son fils. Macron est venu l'adouber en personne. Quelques jours plus tard, Mamad Déby a fait tirer sur des gens qui manifestaient contre ce putsch. La France n'a rien dit. On a soutenu ce régime, on l'a financé, on l'a laissé perpétrer les massacres abominables d'octobre 2022. Souvenez-vous de ça. Et on s'étonne après qu'il y en a d'autres qui aient pris cet exemple. Vous voyez, en avril 2021, il y a le putsch au Tchad, et puis après, il y a le second putsch au Mali tout derrière, il y a le putsch en Guinée en 2021, et puis il y a ce qui se passe au Burkina Faso, il y a ce qui se passait en Guinée-Bissau. Regardez, on condamne le putsch au Bénin, très bien. Mais pourquoi la France ne s'est pas exprimée sur ce qui s'est passé en Guinée-Bissau? Parce que Embalo est un proche, et là encore, on reparle de réseau mafieux, est un proche de Nicolas Sarkozy, est un proche d'Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron. Il y a de la drogue, il y a eu peut-être des financements occultes de vie politique française. Donc ce fou coup d'État qui a été organisé par Embalo pour empêcher que l'opposant Dias arrive au pouvoir et pour maintenir un contrôle, en tout cas, il va essayer dans quelques mois de revenir en Guinée-Bissau, n'a été condamné par personne, et surtout pas par la France. J'avais d'ailleurs révélé que c'était un jet privé français, pas de l'armée française, pas officiel, mais d'assaut, qui était venu chercher Embalo et qui l'avait emmené à Dakar, et puis après de Dakar, il était allé à Brazzaville, et puis il était monté au Maroc et tout ça. Donc c'est ça que les gens en ont marre, c'est ce double discours. C'est-à-dire les méchants putschistes au Mali, au Burkina, au Niger, juste parce qu'ils se sont alliés avec les Russes, et les gentils putschistes en Guinée, en Guinée-Bissau, au Tchad. Voilà, c'est ce double discours qui fait qu'on n'a plus aucune crédibilité. Et effectivement, après, on a des histoires folkloriques avec les 5 millions d'euros qui se retrouvent saisis par la douane portugaise de la femme de Embalo, qui montre bien à quel point ce type qui avait été quand même invité, il y avait un tweet d'Emmanuel Macron qui disait « J'ai reçu le président Embalo Sissoko à l'Élysée pour parler de la lutte contre le trafic de drogue ». Il a reçu le trafiquant de drogue lui-même. Enfin, Embalo, il était très connu à l'époque, il bossait avec Kadhafi, et c'était lui qui faisait remonter la coke jusqu'en Libye et tout ça. Kadhafi prenait pour sa consommation personnelle, et puis le reste allait inonder l'Europe. Tout le monde le savait. C'est quand même hallucinant. Et oui, ni CNews, ni BFM, ni LCI parlent des élections en Guinée. Pourquoi? On a fait des plateaux, il y a un mois et demi, 2 mois, sur le Mali. Alors ça, c'est extraordinaire sur LCI. Sur LCI, sur BFM, sur France 24, sur machin. Bamako va-t-il tomber aux mains des djihadistes? Bamako, le Mali, va-t-il tomber sous l'escarcelle de terroristes et tout ça? Voilà. Tout le monde faisait des débats.
en disant que, en fait, s'il y avait des djihadistes au Mali, c'était la faute des Russes, c'était la faute de la méchante junte malienne qui nous avait tourné le dos, pas parce que c'est une junte, mais juste parce qu'elle nous a tourné le dos. Et avec cette sorte de jouissance des experts, de tous ces trolls sur les réseaux sociaux qui vont dire, ah oui, on vous l'avait bien dit, si vous étiez resté avec nous Français, ah il vous serait pas arrivé ça, maintenant, voilà, on vous l'avait bien dit. Avec ce truc complètement délirant, puisque à aucun moment le JNIM était en position de prendre Bamako. Même s'ils étaient rentrés dans les faubourgs, ils n'auraient pas pu contrôler, puisque le JNIM n'a pas les capacités, le groupe djihadiste n'a pas les capacités de contrôler la capitale. C'est pas possible. Mais personne ne l'a dit. Évidemment, il s'est rien passé. Le blocus de carburant, qui était certes réel au départ, n'était pas aussi catastrophique que ça, a été levé. Et pas un mec sur les réseaux sociaux n'a dit que peut-être qu'on avait notre part de responsabilité. Déjà, par la déstabilisation de la Libye, voilà, en 2011. Nicolas Sarkozy qui est parti faire sa guerre privée contre Kadhafi, qui a permis d'ouvrir les arsenaux d'armes et qui a fait que le nord Mali est tombé sous la coupe des djihadistes. 2, on a quand même été présent pendant une dizaine d'années, 9 ans au Mali. Le djihadisme qui a été vaincu début 2013 s'est étendu du nord Mali au Burkina, au Niger, au nord de la Côte d'Ivoire, au Bénin, on était là. Voilà, c'est quand même pas une réussite. Et on a fait des trucs de dingue. À un moment, la ville de Kidal, au lieu de la rendre, on l'a reconquise début 2013, au lieu de la rendre à l'État malien, comme ça aurait dû être là, on l'a rendu à des séparatistes qui étaient proches des djihadistes, qui a fait que même Mamadou Issoufou, le président du Niger, qui était pourtant un proche de la France, a dit que Kidal était un nid de terroristes qui organisaient des attaques qui allaient déstabiliser le Niger. Et ça, c'était notre responsabilité. Et effectivement, l'armée malienne, en 2022, quand ils ont chassé la France, ils ont repris Kidal. Voilà, pardon, 2023. Et pareil, Iyad Al-Ghali, qui est aujourd'hui le chef du JNIM, le JNIM, rappelez-vous, qui est le groupe terroriste qui a fait ce blocus autour de Bamako, ce blocus du carburant. Mais Iyad Al-Ghali, on pouvait l'éliminer. C'était raconté par Le Monde, qui est pas un journal marxiste-léniniste, qui n'est pas un organe de désinformation russe. Le Monde a révélé qu'en 2014, l'armée française pouvait éliminer Iyad Al-Ghali. Et que l'ordre avait été annulé parce qu'on n'avait pas voulu déplaire à l'Algérie qui protégeait Iyad Al-Ghali. Iyad Al-Ghali, par ailleurs, après qu'il ait été chef d'Ansar Dine, avait été hébergé au Burkina Faso, qui était président du Burkina Faso à l'époque. C'était Blaise Compaoré, grand ami de la France, jusqu'à son renversement. Voilà, tout ça. On a au Mali, on a baptisé avec des milices, le MSA et le Gassia, qui soi-disant devaient combattre les djihadistes, mais qui sont allés combattre des communautés peules qui étaient tout à fait pacifiques, qui sont allés faire des massacres, qui sont allés brûler des villages, et qui a fait que certaines personnes se sont jetées dans les bras des djihadistes, non pas c'était des fondamentalistes, mais juste qui cherchaient protection. Donc finalement, on a aggravé le problème. Souvenez-vous des bavures de l'armée française à Bounty en 2021, on avait bombardé un mariage, on avait dit non, c'était des djihadistes et tout ça, machin. Bon, moi, je veux bien dire les Russes sont méchants, les Russes, ils arrivent à rien et tout ça, mais qu'on balaye devant notre porte. Et je pense que si on balaye à un moment de manière honnête, je pense qu'on n'a pas trop de leçons à donner aux Russes. Je ne suis absolument pas pro-russe. Poutine, les mecs en Afrique, les mecs d'Africa Corps et les mecs de Wagner, ce sont des salopards, j'ai aucun problème à le dire, ils confondent les crimes. Mais nous, on devrait peut-être s'abstenir de donner des leçons et laisser les pays africains décider pour eux-mêmes. C'est toujours cette sorte de paternalisme en disant on doit vous encadrer, on doit vous aider, on doit vous montrer le chemin et tout ça. Non, les gens vont choisir leur chemin. Et moi, le jour d'ailleurs où la France a pu présenter en Afrique, mon travail sera fini. Mon but, c'est pas d'investiguer à la place de journalistes africains qui sont d'ailleurs très bons. Par exemple, Ferdinand Haïté au Togo, il y a une très belle presse sénégalaise, une presse guinéenne qui sont capables de mener des enquêtes. C'est juste que ils sont menacés. On a vu en Guinée, on était même capable d'enlever le père d'un journaliste pour le faire taire. Mais voilà, c'est une réalité. J'essaie de regarder parce que j'ai pas le live sur TikTok. Les frappes aériennes au Nigeria, oui. En tout cas, il y a un retour des Américains qui est là. On parle beaucoup des Français. Mais par exemple, en Côte d'Ivoire, au Bénin, les Américains sont là. Je parlais de l'aéroport de Tourou tout à l'heure. Ils sont présents. Ils ont mené des frappes au nord-est du Nigeria. Et là, tout d'un coup, on n'entendait personne. Tous les belles âmes qui parlaient contre les Russes en disant les Russes n'ont pas le droit de s'ingérer. Là, par contre, les Américains, ils n'ont pas moufté, alors que les Américains sont capables de s'ingérer de la pire des manières en Afrique. On les oublie très souvent, mais ils sont présents. Ils n'hésitent pas. Par exemple, en Guinée, ils sont aussi derrière Mamadi Doumbouya. Ils jouent leur carte. Ils continuent à jouer. Au Congo, ils sont très présents. Ils jouent des deux côtés. Ils jouent d'un côté avec le M23 et de l'autre côté avec le gouvernement congolais qui est complètement corrompu, Tshisekedi. Tout ça pour s'approprier les énormes ressources qu'il y a à l'est de la RDC. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être dénoncé parce qu'en fait, on peut pas faire l'économie. Si on dénonce la présence française, il faut aussi dénoncer les bêtises des Turcs, des Russes, des Américains. Il y a les Émiratis aussi qui jouent, par exemple, un très grand rôle dans ce qui se passe au Soudan. Emeti, le général Emeti qui a commis des massacres à El Fasher via le Tchad. Donc il y a vraiment des grandes puissances. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que j'ai vu depuis des années, et ça s'est amplifié avec les réseaux sociaux, mais c'était déjà présent, cet éveil de la souveraineté, cette volonté de dire on veut pas mettre, on est tout à fait capable de se débrouiller par nous-mêmes, on a nos richesses. Et je parle pas que des richesses de sous-sol, je parle des richesses humaines, des richesses qui vont nous permettre de nous développer et on va réussir à s'en sortir par nous-mêmes. C'est juste qu'aujourd'hui, l'ordre international est tellement par terre parce que l'Occident n'a cessé de faire du deux poids deux mesures. Aussi Ukraine, Gaza, Israël, que en fait, le problème c'est que souvent les peuples sont abandonnés à eux-mêmes. Des fois pour le meilleur, mais bien souvent pour le pire. Quand vous avez un militaire qui vient, il vient pour rester, il vient plus pour rendre le pouvoir au peuple, comme par exemple il y a eu Sékou Konaté ou Djibo en Guinée ou Djibo au Niger. Ils viennent pour rester, ça sera la même chose à Madagascar. Moi je suis persuadé que Michael Randjanirin,
va prendre le pouvoir après les 2 ans de transition et va rester au pouvoir. Et d'ailleurs, les échos qui me reviennent de Madagascar me font savoir que le régime de Randrianirina prend la direction d'être aussi corrompu que celui de Rajoelina, ou en tout cas d'être passablement stipendié, et ça va pas forcément être un véritable changement pour les Malagasy, et c'est quand même triste après tous les sacrifices auxquels ont consenti la Gen Z en sacrifiant notamment une trentaine de morts. Donc voilà. Et ça, et la France, au milieu de tout ça, elle va essayer encore quelques années de tirer son épingle du jeu. Alors le Sénégal, ouais, ça c'est très intéressant comme question, parce que le Sénégal, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, souvent de manière très brutale, très frontale, mais Ousmane Sonko n'a jamais été opposé, en tout cas dans les dernières années avant de prendre le pouvoir, à la politique française en Afrique. C'est-à-dire, souvenez-vous, il y a eu les premières manifestations du PASTEF en 2021, et à ce moment-là, il y a des intérêts français, c'est-à-dire des magasins français, des stations Total qui ont été prises à partie par les manifestants du PASTEF, et à partir de ce moment-là, Emmanuel Macron fait des contacts avec Ousmane Sonko, des contacts qui sont pris, il envoie notamment Nadège Chouat, qui à l'époque est la numéro 2 de la cellule Afrique de l'Élysée, qui est aujourd'hui ambassadrice de France au Bénin, qui est plutôt une bonne diplomate. D'ailleurs, vous voyez bien que dans les manifestations qui suivent, il n'y a plus d'attaque d'intérêt français de la part des manifestants du PASTEF, alors qu'ils auraient pu être légitimement en colère, étant donné que la France soutenait Macky Sall. Et Emmanuel Macron a eu des liens, avant même qu'Ousmane Sonko et Bassirou prennent le pouvoir, il y a eu des liens. Et ça a beaucoup fâché Macky Sall, c'est pour ça que Macky Sall, début 2023, a invité Marine Le Pen au Sénégal, c'est pour justement faire une sorte de contrepoids pour énerver Emmanuel Macron, qu'il accusait d'être trop proche du PASTEF. Et si vous voulez savoir que s'il y a eu un rapprochement, oui, il y a eu un rapprochement, surtout à partir du moment où Macky Sall a renoncé à prolonger son mandat, et on a compris que Bassirou et Sonko allaient sortir de prison, et Bassirou allait devenir président. Il y a des liens qui sont tissés, notamment par l'intermédiaire de Bruno Fuchs, dont je parlais tout à l'heure, qui est président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, par l'intermédiaire même, par exemple, de Mbalo, de Doumbouya, qui ont financé la campagne du PASTEF, la campagne présidentielle en 2024. Et donc, il y a eu des rapprochements, et ce qui fait que, par exemple, il y a des gens comme Juan Branco, qui sont des opposants en France, et qui ont beaucoup aidé le PASTEF, qui ont même été au Sénégal, qui a été arrêté en Mauritanie, donc qui a quand même pris des risques pour ça, qui ont été plus ou moins mis de côté par Sonko et par l'établissement du PASTEF, et ce qui fait que le Sénégal a aujourd'hui une position plutôt médiane. Ils ont certes fermé les emprises françaises, les bases françaises au Sénégal, mais il n'y a pas eu de rupture comme certains auraient pu l'attendre. C'est-à-dire, moi je croyais pas que le Sénégal allait rejoindre l'AES, mais en tout cas la rupture a été moins franche que les débuts du PASTEF. Souvenez-vous, quand le PASTEF au départ se constitue, il y a une vraie revendication souverainiste de rupture avec la France-Afrique. On en a marre, on veut plus le franc CFA, voilà. Et là, c'est pas aussi clair que ça. Il y a quand même, et puis il y a une présence économique. Je crois que il y avait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires des entreprises françaises. Il y a des grands chantiers qui sont menés par les entreprises françaises. Souvenez-vous du TER de Dakar qui a quand même coûté plus d'1 milliard d'euros. C'est absolument énorme, qui est au bénéfice de plusieurs entreprises françaises, la SNCF, Alstom, Eiffage, tout ça. Donc il y a des intérêts économiques qui sont très marqués de la France au Sénégal. Et c'est vrai qu'il y a un rapprochement qui est un peu surprenant, puisque on s'attendait à ce que la rupture soit plus nette. Alors, comme il y a une sorte de rivalité à la tête de l'État entre Bassirou et Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye se sent beaucoup plus proche de Paris que ne l'est Ousmane Sonko, qui lui est plutôt dans cette ligne souverainiste. Et je pense que ça sera la France va jouer la carte de Bassirou Diomaye Faye dans l'affrontement qui s'annonce, puisqu'il y aura un affrontement à un moment entre Diomaye et Sonko pour la conquête du pouvoir. Mais effectivement, oui. Et moi, quand j'étais au Sénégal, j'y étais au moment où il y avait les manifestations. Vous savez, quand Macky Sall a voulu prolonger son mandat de plusieurs mois, qu'il était tenté de rester plus longtemps au pouvoir et qui réprimait les manifestations. Effectivement, il y avait une colère contre Macky Sall, il y avait une colère contre la France qui soutenait Macky Sall avec la présence de matériel de maintien de l'ordre qui était français, des gaz lacrymaux français, des munitions françaises et tout ça. Mais il n'y avait pas une volonté de rejoindre l'AES, ni d'avoir un coup d'état militaire, ce qui fait la spécificité du Sénégal où l'armée est toujours restée dans ses casernes et ne semble pas en mesure de faire comme ça s'est passé dans quasiment tous les autres pays ailleurs, de faire un coup d'état. Et c'est à saluer parce qu'il y a une certaine maturité de la vie démocratique sénégalaise. On va voir, parce que moi je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Les coups d'état sont absolument pas finis. En 2026, ça c'est pour faire quelques prospections, il va se passer des choses. Le Bénin, il va peut-être avoir des soubresauts, même si la France semble bien décidée à le défendre. La Guinée, Mamadi Doumbouya, moi c'est quand même super surprenant, parce que ce type-là, on a l'impression que c'est Paul Biya avec 40 ans de moins. C'est-à-dire, une campagne présidentielle, normalement, tu te montres. Tu es chef d'État, tu veux asseoir ta légitimité, tu es putschiste au départ, tu veux être élu par les urnes, tu te montres. Regardez Brice Oligui Nguema au Gabon, il a dansé, il a chanté, Mamadi Déby au Tchad, il faisait sa campagne, il faisait la tournée du pays. Même les gars de l'AES, ils sortent. Alors certes, ils sont protégés, et en plus, il y a les djihadistes chez eux, donc ils ont encore plus des raisons d'avoir peur. Mais Doumbouya ne sort pas. Il est sorti une fois pour aller danser, et il est sorti le jour de l'élection avec un char d'assaut, alors qu'il allait voter, ça dégage. Et une impression de fébrilité qui est absolument extraordinaire. Et ça, en général, avec un climat de paranoïa qui fait qu'il arrête ses anciens compagnons d'armes, il peut les torturer à mort comme il a fait avec Saliba Koulibaly, ça présage pas du fait de rester des années au pouvoir. Parce que vous savez, c'est l'histoire de Robespierre. Robespierre, sous la Révolution française, à un moment, il faisait des listes de gens à guillotiner, de gens qui lui revenaient pas, d'opposants à guillotiner. Et à un moment, même les mecs qui étaient pas sur les listes, ils se sont dit, demain on va être sur la liste, faut mieux qu'on élimine le mec qui est en train de faire des listes. Et c'est pareil, c'est-à-dire quand un régime devient complètement paranoïaque, à un moment, il y a les gens qui sont autour qui ont peur d'être tués, d'être exécutés, parce que c'est comme ça que ça se passe en Guinée.
Guinée et qui vont aller renverser le président pour sauver leur peau. Voilà, c'est ce qui s'est. Oui, il y a quelque chose de Sékou Touré. Moi, j'ai des échos qui me reviennent de l'intérieur qui fait qu'il est complètement isolé. Et surtout, le pouvoir, ça isole de manière générale. Mais lui, il est complètement isolé. Évidemment, il y a un tout petit entourage qui a intérêt à l'isoler parce qu'il y a énormément d'argent. Vous avez l'argent de la bauxite, vous avez l'argent du fer, vous avez l'argent du trafic de drogue. Ce qui fait que vous êtes tout seul et que vous perdez complètement le sens des réalités. Ce que les autres régimes n'ont pas. Par exemple, dans l'AES, bon, effectivement, ils sont en danger, mais ils sortent quand même, ils sont présents. Patrice Talon aussi, il va à des concerts. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais il y a une présence. Là, on a l'impression que c'est voilà, que Paul Biya, il a une excuse, il a 92 ans, ça fait 40 ans qu'il est là, il peut à la limite rester 6 mois de l'année à Genève ou 9 mois de l'année, à la limite son régime va voler en pilote automatique. Mais là, la Guinée, c'est quand même absolument hallucinant. Et je vais peut-être finir sur ça. C'est la question de la Centrafrique. Alors je vais peut-être y passer. Il y a eu les élections qui se sont passées. Effectivement, Touadéra va sans doute être réélu. Bon, il a modifié la constitution pour ça. Mais la Centrafrique, personne ne s'y intéresse. Mais c'est quand même le summum de l'hypocrisie française en Afrique. C'est-à-dire, c'est là que les Russes sont venus en premier. En tout cas, dans la période récente. Ils sont arrivés fin 2017 parce que Macron avait demandé à Touadéra d'aller voir les Russes. Souvenir de ça. Les Russes sont entrés. La France s'est rendu compte qu'elle avait laissé rentrer le loup dans la bergerie. Donc, elle s'est dit, oulala, on va perdre notre colonie parce qu'ils ont toujours considéré la Centrafrique comme une colonie. Donc, il faut qu'on vire Touadéra parce que c'est le gars des Russes. Donc ils ont tout fait, ils ont envoyé les barbouzes, ils ont employé les pires rebelles pour essayer de renverser Touadéra. Ça n'a pas marché, parce qu'il était protégé par les Russes, par les Rwandais, même par la minuscule contingent portugais, ils ont tout fait pour ça. Donc moi j'ai documenté, si vous suivez mes enquêtes, des personnages aussi baroques, des barbouzes comme Norbert Gazier qui essayaient de renverser Touadéra en montant les rebelles les uns contre les autres et tout ça. Et il y a eu plein d'articles dans la presse française en disant que les Russes c'était méchant, en fait, qu'ils violaient des femmes et tout ça. Oui, d'accord, mais nous Français, on a aussi violé des enfants. Les militaires français ont aussi violé des enfants. Alors certes, il y a eu un non-lieu, mais ça a été jugé en France. Et pour moi, avoir longtemps fréquenté Bangui, je me souviens très bien du comportement des soldats français. C'était avant la guerre civile, mais je peux vous dire qu'il y avait quand même des sacrés déviants. Je suis pas un père à la morale pour un sou, mais il y avait quand même des sérieux problèmes et on n'avait aucune leçon à donner sur ça. Et à un moment, quand ça n'a pas marché, on s'est rendu compte qu'on virait pas Touadéra, qu'il était trop bien protégé par les Russes, machin. Bon, on s'est rabiboché. On a envoyé un mec, c'est Bruno Fouché, qui est ambassadeur de France à Bangui, qui est ancien mec de la DGSE, qui a été au Tchad à un moment, qui a eu un rôle très trouble au Tchad, et tout ça, donc un adepte des missions sensibles. Et on s'est rabiboché. Donc Touadéra, le diable, l'otage de Wagner, comme avait dit Macron dans une interview au JDD, tout d'un coup est devenu un mec fréquentable. Il est tellement fréquentable que on l'a laissé modifier la constitution pour rester au pouvoir, et on a donné de l'argent français. On a prêté 10 millions d'euros l'année dernière et 25 millions d'euros cette année pour on a donné 10 millions l'année dernière, on a prêté 25 millions d'euros cette année pour financer le régime. Ce même régime-là qu'on a critiqué pendant des années. Donc ça montre bien à quel point on s'en fout en fait des Centrafricains ou de tous les autres Africains. Ce qui nous intéresse, c'est à quel point ces présidents africains nous sont loyaux. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire considérer que tous les présidents africains qui rompent avec la France sont des héros. Moi, je suis désolé, Mamad Déby, il a rompu avec la France, très bien. C'est juste qu'il a profité d'une donne géopolitique qui lui est favorable, mais ça reste pas moins un criminel de la pire espèce, en plus un médiocre par rapport à son père, qui n'hésite pas à enfermer les opposants. On peut ne pas aimer Succès Masra, mais ce qui lui arrive est complètement injuste. Et tous ceux qui élèvent la voix au Tchad peuvent disparaître dans les geôles de l'ANS, des services de renseignement pendant des mois et des mois, sans que personne ne dise rien. Pareil au Togo, oui, Fornia Sibé a offert un port à l'AES, il est proche des régimes de l'AES, Robert Dussey va visiter, le ministre des Affaires étrangères va visiter Assimi Goïta, et ça en reste pas moins le pur produit de la France-Afrique, qui a pas hésité à tuer 7-8 manifestants en juillet dernier. Il en aurait tué plus si la contestation avait perduré. Et quand je vois qu'il organise une sorte de sommet panafricaniste pour se donner bonne conscience et s'attirer les bonnes grâces de la jeunesse africaine en faisant croire que c'est un panafricaniste alors que son papa avait été installé par la France en 1963, enfin officiellement en 1967, lui il avait succédé à son père en 2005 dans des conditions abominables où il y avait des centaines de Togolais qui avaient été trucidés par le régime des Gnassingbé. C'est quand même un peu fort de café. Il faut garder cette boussole-là morale et il faut savoir dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, même quand elles sont de régimes qui se sont émancipés de la France. Voilà, moi on peut dénoncer ce qui s'est passé à Moura, le massacre de Moura en 2022 au Mali par les mercenaires de Wagner et tout ça, et considérer que c'est très bien que la France ait été chassée du Mali parce qu'il avait fait n'importe quoi. On peut avoir ces deux jambes-là, et je pense que c'est très important. Moi, je travaille plus sur la France parce que c'est mon pays, parce que c'est mon centre d'intérêt, et que j'estime que comme elle se donne une image de parangon de vertu et de droit de l'homiste à l'étranger, on doit être encore plus sévère. Mais voilà. Donc voilà, l'objectif en 2026, ça va être pour finir un peu là-dessus, de continuer à enquêter. Je sais que vous êtes très très nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux, ça me donne beaucoup de courage. Parce que je peux vous dire qu'il y a des moments où je suis très isolé, même par rapport à la presse mainstream française, alors que j'ai jamais été condamné en diffamation, j'ai jamais été pris en flagrant délit fake news, rien. On se sent très très isolé, et le fait d'avoir du soutien, c'est important. Il y a aussi mon procès contre Adax qui va arriver, vous savez, la multinationale suisse et le milliardaire suisse dont j'avais révélé qu'ils avaient importé du carburant toxique en Guinée et qu'ils avaient signé un contrat sans appel d'offres avec la junte guinéenne. Donc je vous ferai une vidéo, finalement je m'étais défendu pendant 1 an tout seul, mais là ça devenait trop parce qu'ils étaient en train de me faire 15 procès, ils m'en font une douzaine en Suisse et puis il y en a 4 en France, 3 ou 4 en France, donc là ça pouvait plus, donc j'ai eu un avocat en Suisse et qui en a repris tout le dossier, et on a décidé d'aller au front et d'aller se battre, parce que je pense que ça sera un procès symbole justement de la prédation des multinationales
occidentale, la Suisse, mais ça peut être française, américaine, etc., en Afrique. Ça sera très important et voilà, je vais essayer de me battre. Je vais continuer à le faire pour aussi tous les collègues, les journalistes qui peuvent plus parler. Et je pense j'ai vraiment une pensée très émue. C'est assez difficile, mais pour Habib Marwan Camara, qui est ce journaliste d'investigation avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a été enlevé en décembre 2024 et dont on n'a plus de nouvelles depuis lors. D'ailleurs, son épouse a donné naissance à une fille depuis qu'il a disparu. On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est vivant. Moi, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'était en janvier dernier, où je savais qu'il était à la prison de Fotoba, vous savez, sur l'île, un ancien bad de la coloniale qui a été transformé en prison secrète par Doumbouya, mais depuis, j'ai plus aucune nouvelle. Et c'est quelque chose de très, très inquiétant. Donc, on essaie de continuer pour ça. Et pour répondre aux deux choses, pour la question du média, vous savez que le média, j'ai pas envie de rentrer dans des détails très compliqués. Le média a été secoué par d'innombrables crises qui ont rendu ce média de gauche, qui aurait dû être une sorte de Mediapart de vidéo, en un truc complètement ingérable et insondable, ce qui fait qu'à un moment, pour préserver la santé mentale de tout le monde, tout le monde finit par partir. Et sur la question du financement, parce que effectivement, c'est une question sur laquelle vous êtes en droit de poser la question. Moi, je me finance de manière complètement indépendante. Donc par la monétisation sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Là, j'ai ouvert une plateforme Tipeee et PayPal pour les gens qui veulent donner. Là, on est en train de faire les démarches pour avoir la défiscalisation, pour permettre les réductions d'impôts pour ceux qui vivent en France qui peuvent donner plus pour faire ça. Donc tout cet argent-là est utilisé effectivement pour mes voyages. Par exemple, un reportage comme celui de la maison de Doumbouya dans le sud, pour parler très honnêtement, il coûte 500 € parce que faut payer les billets de train pour y aller, faut payer le JRI qui vient avec moi, faut faire le montage après. Donc ça a un coût. Effectivement, les déplacements en Afrique ont un coût. Pour être très clair, j'ai pas de valise de rouble dans déplaise à tous les trolls et tout ça. J'ai par ailleurs mon papa m'a laissé quand il est décédé quelques appartements, c'est pas grand chose, mais qui me permettent de pas être dépendant de mon activité professionnelle pour vivre. Donc ça me permet d'avoir une certaine surface, justement, de pas être étranglé, de pouvoir m'exprimer en toute indépendance. C'est pas Byzance, mais voilà. Et donc je compte bien développer de plus en plus mon activité et être aidé. Le but c'est pas forcément de gagner des 1000 et des 100, mais juste d'arriver à payer, parce qu'il y a plein de choses que je voudrais faire. Par exemple, faire un reportage sur la République démocratique du Congo, ce qui se passe à l'est. On parle souvent de guerre avec des tons un peu misérabilistes et tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec les grandes puissances qui sont présentes, les Américains, les Français, les Rwandais, les Ougandais qu'on oublie souvent, qui sont présents. Donc j'aimerais bien. Et pour ça, il faut, par exemple, l'accréditation est très très chère, c'est autour de 1000 $. Faut emmener un caméraman. Il y a des frais qui sont assez énormes. Et pour savoir pour les questions des sanctions, moi. J'ai jamais été condamné en France, j'ai jamais fait l'objet de poursuites judiciaires, à part en diffamation, j'ai toujours gagné tous mes procès, parce que justement, les services qui me surveillent, les services de renseignement, je sais qu'ils me surveillent, savent très bien que je suis lié à aucune autre puissance, quelle qu'elle soit. Je suis complètement indépendant et je refuse justement d'être lié aux Turcs, aux Russes, à n'importe qui. Voilà, je veux critiquer la France-Afrique de manière complètement libre et indépendante et pas servir la soupe à d'autres prédateurs qui viendraient se servir en Afrique à la place de la France. Ça a un coût, effectivement, c'est dur parce qu'on est tout seul, parce que c'est difficile de tenir financièrement. Mais bon, moi, c'est le combat de ma vie. J'ai découvert, j'étais en Afrique quand j'étais jeune, le Togo avec mon papa, qui a construit des dispensaires dans le Nord et qui a été chassé par le frère de l'actuel président, qui s'appelle Ernest Eyadema, que les Togolais connaissent, et qui est un sacré phénomène. Ici, il y a les Togolais ici, ils pourront aller peut-être passer à Noche, où il y a un service qui porte le nom de mon papa, et puis à Baga et à Kara aussi, où il y a deux centres de santé qui ont été construits par mon papa. Et après, j'étais en Centrafrique. J'ai rencontré un colonel qui était de l'armée centrafricaine, qui était patron de la garde personnelle de François Bozizé, et qui m'a emmené en Centrafrique. J'avais 18 ans, et j'ai vu comment la France faisait absolument n'importe quoi. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de sanctions, mais moi je me battrai. Alors pendant des années ils m'ont fiché S, je crois qu'ils ont un peu continué là, parce que effectivement la fiche S, il y a aucun contrôle qui est permis par la justice. J'ai attaqué d'ailleurs l'État français à la Cour européenne des droits de l'homme. On attend la date de jugement, mais ça a passé le premier filtre, qui est le filtre, une sorte de filtre qui met à la Cour européenne des droits de l'homme pour ne juger que des affaires qui sont nouvelles. Donc là, on va avoir un procès. Il y a un autre journaliste qui a porté plainte contre la France, qui s'appelle Camille Polony, qui bosse à Mediapart, qui avait été fiché par la direction du renseignement militaire. Donc on est un peu dans le même bateau. En France, par exemple, vous avez Ariane Lavrieux qui bosse pour Disclose, qui a été quand même inquiétée par la justice et mis en garde à vue par les services de renseignement parce qu'elle avait révélé une opération secrète de l'armée française en Égypte qui bombardait les civils en prétendant bombarder des terroristes et tout ça. Et voilà. Donc c'est vraiment c'est un combat qui est rude, c'est un combat qui est dur, mais c'est un combat, je pense, qui est noble, qui est important. Et je crois que je continuerai pas, sans tout le soutien que je reçois. Alors de temps en temps, j'ai des attaques de trolls, c'est assez drôle. On voit que c'est toujours les mêmes éléments de langage. On a aussi le droit de critiquer mon travail, mais souvent c'est des attaques très violentes, très très dures, et on voit qu'elles sont assez coordonnées. J'ai vu ça sur le Cameroun, le Bénin aussi est très fort. Ils ont des trolls, mais on essaie de continuer parce que je pense que c'est important. Surtout pas être dans le commentaire, mais dans l'investigation, révéler des choses. Et aussi pouvoir révéler ce que les autres peuvent pas révéler. Par exemple, il y a des journalistes qui sont menacés dans certains pays d'Afrique qui m'écrivent et qui me disent moi je peux pas sortir l'affaire, est-ce que tu peux m'aider à sortir cette affaire-là? Et j'essaie de le faire. C'est un combat d'arrière-garde. D'ailleurs, ça me fait bien rire, et je vais finir là-dessus, mais ça me fait bien rire ceux qui disent que je cherche à me faire connaître en Afrique. En fait, il se trouve que moi j'étais fonctionnaire au ministère de la Santé en France quand je suis sorti de Sciences Po. J'avais démissionné, pour les rares qui s'en souviennent, du ministère de la Santé. Et à l'époque, j'avais été invité dans tous les médias. Et je pense que j'aurais beaucoup plus d'exposition médiatique si j'avais persévéré dans ce domaine de lanceur d'alerte dans la santé, plutôt que de m'intéresser à l'Afrique, qui est un combat qui n'intéresse personne en France et sur lequel il y a beaucoup de coups à prendre, parce que je peux vous dire que les intérêts ils sont très gros, ils sont énormes, les services secrets ils sont là,
c'est important. Voilà, c'est important. Et donc, on fera des lives de manière peut-être mensuelle. On verra comment on s'organise, peut-être quand il y a aussi de l'actualité. Je pense que quand il y a des coups d'État et tout ça, c'est important de pouvoir échanger. Mais si ouais, on peut me dire en commentaire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, je pense on a fait 1h30. J'ai beaucoup parlé. J'espère que j'ai pu répondre un peu à toutes les questions, faire le tour un peu de toute l'actualité qu'il y a eu en Afrique ces derniers mois. Peut-être répondre à des questions. J'ai pris 10 minutes pour répondre à des questions que je vois repasser sur ma situation personnelle, sur comment je me finance, comment je fais fonctionner mon média. Donc voilà, vous êtes libre de pouvoir aider si ça vous plaît. Mais déjà, si vous pouvez partager les vidéos, vous abonner, liker, donner de la force, ça sera déjà énorme. Et oui, je pense que je vais laisser le live en replay, en tout cas sur Facebook et sur YouTube. Sur TikTok, je suis pas sûr que ça fonctionne, mais voilà. Donc prenez soin de vous. Je vous souhaite une très heureuse année 2026. J'espère qu'il y aura beaucoup de bonheur, pas trop de coups d'État et pas trop d'ingérence française en Afrique. Et pensez toujours à cette phrase qui dit que quelle que soit la longueur de la nuit, l'aube finit toujours par se lever. Et je crois que ça sera le cas pour l'Afrique. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui avancent dans le bon sens. Et je suis fier d'avoir pu participer, même si c'est d'un point de vue extérieur et d'un point de vue journalistique, à cette formidable aventure. Et j'espère vous voir vraiment sur le terrain. Ouais, Madagascar, c'était extraordinaire. Je vais vous dire. Alors, je sais pas si je pourrais retourner parce que là, j'ai enquêté sur la mafia corse à Madagascar, donc je pense que si je retournais là tout de suite, il y a des gens qui essaieraient de me couler dans une balle de béton. Mais c'était un beau pays, et de voir toute cette jeunesse, ces étudiants, et notamment ces étudiants dans la rue, c'est pour ces moments-là qu'on fait du journalisme, de voir le peuple qui déboule place du 13 mai de l'indépendance. Et le jour où le Capsat a commencé son coup d'État et qui vire Radzoel, ce bouffon cocaïné, ça a été vraiment un grand moment. Et j'espère que ça arrivera dans plein d'autres pays. Il y a eu beaucoup d'espoir qui a été mis sur le Cameroun à un moment, mais ça va arriver. Quelle que soit la longueur de la nuit, l'eau finit par se lever. Je vous dis à très bientôt, et puis voilà, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, et puis beaucoup de bonheur. À bientôt.